Voilà, bonjour, je m'adresse aux jeunes en EPM. J'ai eu l'occasion pendant des années dans des centres éducatifs fermés en Belgique. Et donc je vais vous expliquer par un tableau très simple, avec des mots que vous comprenez très bien, comment est-ce qu'on peut très vite basculer. Donc très brièvement, je suis rentré à 17 ans et 6 mois en prison après avoir commis un acte terrible puisque j'ai assommé une personne accidentellement et qu'elle en est décédée et puis que j'ai pris 18 ans de prison et que je venais déjà d'en passer 3 en prison et que je ne voulais plus rester en prison. Et donc j'ai décidé de m'évader, une évasion extrêmement violente et qui malheureusement, au lieu de me faire abattre, parce que c'est ça que je voulais, me faire abattre dehors par des flics, j'ai désarmé un gendarme et malheureusement, moi qui n'avais jamais eu d'arme à feu en main, sans le savoir, j'ai tiré un coup de feu, donc j'ai tué un homme, je ne le savais même pas au départ. Et puis ensuite, j'ai été mis non pas en prison, mais la prison dans la prison, qui est un bloc d'isolement, un quartier carcéral, un quartier de haute sécurité, comme on dit chez vous, mais qui est surtout un cimetière et un tombeau. Donc j'ai pas vu personne pendant 3 ans pratiquement. J'ai vu le ciel 2 fois dans ma vie. Et puis j'ai surtout rencontré la fille du gendarme que j'ai tuée. Elle avait 3 ans, je la verrai 30 ans plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait ça? 5 secondes. En fait, quand on est face à une bande négative, comme je l'appelle, celle où on porte un masque, malheureusement, ça n'a plus tellement de sens pour moi parce qu'on est tous obligés aujourd'hui de porter un masque, mais un masque de carnaval, parce que tout d'un coup, j'habitais dans une tour au 13e étage, dans un bloc de béton, que mes parents n'étaient jamais là, si, je les voyais le week-end, donc je m'occupais de ma petite sœur, comme son père, comme son frère, son ami, enfin bref, c'était pas mon rôle. Et donc, à un moment donné, il y avait une bande qui était en bas, là, une bande qui n'allait pas à l'école, qui se faisait de l'argent très facilement, et que je voyais souvent. J'étais un peu fasciné par eux, mais je n'osais pas aller vers eux. Et un jour, un des membres de cette bande, le leader, m'a dit hey, Jean-Marc, ça te dirait de rentrer dans notre bande. J'étais content, je dis wow, putain, j'ai pas d'amour chez moi, donc là, je vais avoir de l'amour, de l'amitié, ça, c'est génial. Je dis ouais, ok, d'accord. Ils m'ont dit, stop, avant ça, mais c'est une image là, que je vous explique, c'est important l'image. L'image de ce masque de carnaval qu'on a voulu que je porte. On a voulu que je porte un masque qui n'était pas moi en fait. Donc on m'a dit, ok, d'accord, mais nous, il va falloir que tu nous fasses rigoler, et surtout comme tu aimes bien te battre, tu es déjà assez battu ici, on veut se battre. Et je dis, ok. Et un beau jour, 6 mois plus tard, après quelques tentatives de suicide, d'avoir vu un juge de la jeunesse, malgré que j'avais repris des cours, que j'avais une copine, un jour ma copine n'est pas venue, à 17 ans et 6 mois, 2 membres de cette bande négative m'ont proposé d'aller voler. Ils avaient besoin d'être 3 en fait. Si j'avais été intelligent, si j'avais dit non, ils ne seraient jamais partis en fait, et cette personne ne serait jamais morte. Mais quand on est dans une bande, on a souvent tendance à dire non. Parce que souvent, on se dit, dans une bande négative, comme on est des durs, je te respecte parce que j'ai peur de toi. Et en 5 secondes, en fait, quand ils m'ont proposé d'aller cambrioler avec eux, j'aurais dû me poser 2 questions essentielles. La première question, c'était de me dire, mais pourquoi ces 2 gars qui se disent mes amis veulent m'entraîner dans quelque chose qui peut-être risque de mal se passer, parce qu'ils avaient déjà été volés 10 fois cette personne. Un véritable ami ne va jamais te proposer d'aller faire une connerie. Ne pas réfléchir à ça. Mais la vraie question que j'aurais dû me poser, la seule vraie question, quelle que soit la vie dans laquelle j'étais, les problèmes que j'avais à l'école avec mes parents, avec plein de gens, le fait de m'écarter de la société, d'être habillé différemment, j'étais en liberté quand même. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 secondes pour se poser les 2 questions essentielles. Et je suis parti. J'étais là en haut dans la communauté après ces 5 secondes. J'étais là encore, parmi vous. Et je suis descendu en bas, là, hauteur. Et j'ai fait une victime qui n'avait pas demandé. Alors, j'ai commis un délit, un crime. Quand on a commis un délit ou un crime, qu'est-ce qu'on crée chez une victime? On crée un dommage. Et ce dommage, il peut être quoi? Matériel, psychologique,
Vous savez, j'ai des jeunes parfois qui m'ont dit, monsieur, il ne faut pas déconner, on a pris une voiture, on a volé une voiture, on a été cascadé, rodéo dans les rues de la ville, et puis on a balancé dans un fleuve. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ben écoute, le matin, le gars, quand il est descendu, peut-être qu'il était entrepreneur, ou il avait besoin de sa voiture pour aller travailler, il a cherché dans toutes les rues, il n'a pas trouvé, il a perdu sa journée à aller au commissariat de police pour aller faire ses papiers, déclarer la perte de son véhicule. Et tu penses que tu lui as rien fait? Ou un dommage financier aussi, évidemment. Donc, si on a créé ça, et bien sûr qu'il faut un principe de réparation. Alors, je vais vous dire que 5 secondes, mais vous allez démolir la vie de plein de gens, en fait. Vous imaginez même pas. Parce qu'être auteur et se croire victime de ce qui s'est passé, parce que vous vous êtes laissé entraîner, parce que vous n'avez pas su dire non, parce que vous n'avez pas su vous poser ces deux questions-là qui étaient essentielles pour ne pas basculer, mais que vous avez basculé, d'abord vous avez créé une victime. On va partir d'un point de vue mathématique très simple en fait. Hein. Tout le monde au moins sait compter jusqu'à 5. Vous savez même compter en millions, vous les jeunes. Pour une victime, imaginons que pour une victime, il y a 3 personnes dans son entourage, ça fait déjà 4 personnes. Pour 5 secondes, hein. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que pour un auteur, dans sa famille, c'est vraiment un chiffre très simple, il y a un auteur et 3 personnes de sa famille, ça fait 4 personnes. Donc, 4 plus 4, c'est vraiment les chiffres minimum pour 8 personnes, avec la décision que vous avez prise, vous les avez plongées en enfer, aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux chez un auteur. Et les dommages collatéraux, moi, ça fait 35 ans que je ne parle plus à mon grand frère. Il ne veut jamais me voir en prison, il ne veut plus me voir. Ça fait 5 ans maintenant que mon petit frère ne veut plus me voir. J'ai vu ma petite sœur en 35 ans 2 fois. Elle a mal tourné à cause de moi. Parce que j'étais un exemple pour elle. Tout ce que j'avais fait, c'était bien. Donc elle était en prison, elle est devenue prostituée, toxicomane. Je parle juste aujourd'hui à ma maman. C'est très dur parce qu'elle n'est pas venue beaucoup me voir en prison. Mais j'ai rencontré des visiteurs de prison en prison. Ce sont ces gens-là qui m'ont réveillé, qui m'ont permis de grandir. Et surtout des ateliers d'écriture, de peinture, de musique, de théâtre. Et c'est ça qui, à un moment donné, vous fait monter en haut. Mais pas comme quelqu'un qui a perdu son temps en prison, comme quelqu'un, comme un Apache qui a un carcan. Et chaque chose qu'il va apprendre, ça va être une flèche qu'il va mettre dans son carcan pour un jour tirer, non pas sur quelqu'un, apprendre à mettre des mots sur ces mots pour avancer, pour évoluer. Parce que la prison est un monde violent. La prison ne va pas faire quelqu'un de bon aussi bien que vous y êtes rentré. Non, vous allez y apprendre des choses que vous allez remettre en pratique dehors en montant dans l'échelle de la délinquance. Alors que le but de cette société dans laquelle vous croyez, qui va vous assister, parce que vous êtes assisté en prison, parce que finalement il vous manque un seul objet dans votre cellule, un seul. La clé de votre cellule. Donc, vous êtes comme dans un système inféodé. Vous êtes soumis au gardien de prison. C'est lui qui vous apporte à manger. C'est lui qui vient vous chercher pour aller au préau. C'est lui qui vient vous chercher pour aller à la douche, chez l'avocat. Toutes ces choses-là. Donc, vous n'avez plus aucune responsabilité à prendre. Alors, c'est vrai, vous avez le choix très facilement. Si vous avez de l'argent, parce que tout est payant dans une prison, vous le savez bien, vous pouvez louer la télévision. Et encore, ce sera le plus fort qui gérera la télécommande. Ça, c'est ce qu'on appelle la camisole psychologique. Vous pouvez apprendre à faire des études, et pour ça, il faut le vouloir. Et vous pouvez aussi tomber dans la cam, dans la drogue, vous suicider. Les gardiens ne sont pas là pour vous dire « je suis éducateur, je suis juste là pour te surveiller et te punir », c'est tout. C'est très dur de se reprendre en main. C'est très dur dans un monde violent où on est obligé là, véritablement en prison, de porter un masque parce qu'on ne peut pas montrer nos faiblesses, parce qu'on ne peut pas montrer à l'autre qu'on a peur. Parce qu'on est obligé de lui dire, même quand on a peur, hey, je te respecte, t'es un bon gars, mais j'ai peur de toi. Mais on ne lui dira pas, mais je te respecte. Alors moi, en isolement, après ma dernière tentative de suicide, j'ai décidé de laisser tomber mon masque. J'ai décidé, comme vous, d'aller ouvrir cette part du rideau et de voir que j'étais bien avec du potentiel. Ce qui m'a sauvé, c'est que je savais lire et écrire. C'est ce qui m'a sauvé la vie. J'y ai passé 18 ans, 10 mois et 17 jours en prison.
Et j'ai décidé en sortant très rapidement d'aller témoigner auprès des jeunes pour leur éviter d'être auteurs, de faire des victimes collatérales et de faire des vraies victimes et de leur apprendre à savoir remonter vers la communauté en étant armés, en étant eux-mêmes, en ayant découvert leurs capacités. Vous êtes là comme des diamants à l'état brut. Il y a des gens qui viennent en prison simplement pour vous aider à polir ce diamant, à vous montrer que vous êtes aussi riche, aussi brillant. Si quelqu'un est capable de m'expliquer à moi qui me dit « Ouais, j'étais braqué, t'as fait comment ton braquage ?» D'abord, on a été volé une voiture, puis on a fait des perlages devant la banque, on est allé dans un magasin de farce et attrape et on a acheté des masques, et puis on a acheté des armes factices, puis on a été trouver une deuxième voiture qu'on a cachée. Mais c'est extraordinaire, mon vieux. Mais t'es super intelligent, là. Donc toi, t'as été capable d'avoir cette intelligence, de mettre ce plan en place. Donc t'es capable, si tu ouvres cette part de ton rideau et de voir que tu as un don et qu'il va falloir l'exploiter, l'entraîner, tu es capable de faire autre chose. Alors, je vous dirais simplement, croyez vraiment dans la vie, ne prédisez pas votre avenir, ne croyez pas que vous êtes destiné à devenir des délinquants, à rester en prison. Inventez votre vie, créez-la. Vous savez pourquoi je vous parle là devant une caméra, que je vous ai montré ça? Sur les 18 jeunes qui avaient entre 13 ans et 18 ans, qui étaient enfermés avec moi en 1984 dans un centre éducatif fermé, aujourd'hui, il y en a 18 qui ne sont plus là pour vous parler, qui sont morts. Alors je suis un peu la voix de ces gens-là, de ces enterrés vivants. Voilà, je vous remercie. Alors je voulais juste terminer par ça, c'est que, voilà, je suis à mon 24e déménagement, donc à force j'ai fait plus mes caisses. De toute façon, je ne sais plus voir des caisses de déménagement, mais je vais quand même devoir encore une fois déménager. Parfois parce que les propriétaires m'ont vu à la télévision et que je ne leur avais pas annoncé que j'étais un ancien détenu. Et ici, au 23e déménagement, à un moment donné, j'ai été chercher des caisses chez un ami et je suis tombé sur ça. C'est un truc pharaonique. C'était pour vous dire que on était le 5 avril 1985. J'étais à l'IPPJ, le Braine-le-Château, centre fermé. Et j'avais demandé à ma psychologue et à mon éducateur de pouvoir écrire ma vie. Pourquoi est-ce que j'en étais arrivé là? Et j'ai écrit, je ne sais plus écrire comme ça, hein, c'est clair. Et j'ai voulu raconter comment est-ce que j'en étais arrivé là. Et vous savez, je vais écrire mon dernier livre, ça sera le 3e, qui s'appellera Un homme debout. C'est la pièce de mon seul en scène, une pièce de théâtre qui tourne depuis maintenant 11 ans, à 350 représentations, je ne me fais jamais applaudir. Et ça s'appellera Un homme debout. Le silence est maintenant ma résilience. Et ce bouquin-là, c'est cette partie-là de ma vie que moi j'ai écrit tous les jours, je vais la mettre dans mon livre, parce que j'explique bien qu'après 3 ans de prison, je sais ce que je vais devenir. Je sais que je vais devenir un délinquant. Je sais que je vais aller tuer des gens. Je sais que je vais aller braquer. Parce que c'est ça qu'on nous inculque en prison. Vous avez vu? Je suis devenu autre chose. La seule chose qu'on ne peut pas enlever à un homme, même s'il est enfermé, c'est son espoir. Et un jeune m'a un jour dit, ce que vous m'avez montré dans votre pièce de théâtre, il y a un mot de Socrate que vous devez dire aux jeunes, le mal est dans l'ignorance. Bonne chance à vous.